Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Aujourd'hui, on parle des avantages du mode de vie nomade. J'ai beaucoup hésité à commencer par les inconvénients parce que c'est ce qui revenait finalement le plus sur Instagram suite à la sortie de la bande-annonce de Nomadness. Donc, c'est peut-être aussi notre côté français où on a un peu toujours tendance à voir le verre à moitié vide. Mais pas que, je pense qu'il y a aussi le fait que ce mode de vie suscite beaucoup de peur. J'ai quand même décidé de commencer par parler des avantages parce que pour moi, il y en a plus, même beaucoup plus que d'inconvénients. Ça va aussi me permettre d'expliquer pourquoi j'ai choisi le nomadisme comme mode de vie, qu'est-ce qui m'a amené à ça. Et donc, ça permettra aux auditrices et aux auditeurs qui ne me connaissent pas forcément de me connaître un petit peu mieux et de comprendre aussi mon parcours. Pour moi, le premier avantage, c'est que ça me permet d'avoir le choix de ne pas être en France, sauf quand je le choisis du coup. Donc pour un petit peu plus de contexte, moi j'ai commencé à être nomade pendant ma deuxième année de master. En fait, j'étais en alternance dans une entreprise qui me permettait de travailler en full remote. C'était pas le cas au début de l'année, j'ai changé d'alternance en cours d'année en fait et il se trouve que j'ai eu cette opportunité-là qui s'est présentée et il s'est trouvé que le job était en full remote mais je ne l'avais pas cherché, c'était pas dans mes critères. Mon critère c'était clairement juste d'avoir une alternance parce que je me suis retrouvée sans revenu au milieu de mon année. Et je trouve que ça tombait bien parce que moi, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire après mon master, mais je savais que je ne voulais pas être en France. Donc, je pensais vivre à l'étranger, chercher peut-être un job à l'étranger. J'avais pensé à faire un VIE. Donc, le VIE, c'est un volontariat international des entreprises. C'est un programme qui permet de travailler à l'étranger en très gros. Donc, bref, j'avais plein de pistes, mais je savais que je ne voulais pas être en France, c'est sûr. Et donc, ça, c'est le premier avantage que le nomadisme me permettait. Et le second, c'est que ça me permettait aussi de ne pas avoir à choisir un endroit. Parce que moi, dans la situation dans laquelle j'étais, je savais que je voulais pas être en France, mais j'avais hyper peur de choisir. Et le fait de me dire, je vais choisir une ville et je vais poser mes valises là-bas et je vais y rester et potentiellement signer un contrat pour un job là-bas avec le risque de ne pas me plaire à cet endroit, de ne pas aimer, de me sentir homesick, donc d'avoir le mal du pays et de vouloir rentrer 3 mois après. Ça, je ne pouvais pas le savoir. Et donc là, ça me permettait de ne pas faire de choix, d'avoir en fait toutes les possibilités qui m'étaient offertes. Ça, c'est vraiment le principal avantage en fait, du nomadisme qu'on voit souvent assez facilement. Il y en a un autre qui est assez évident, c'est les découvertes culturelles que ça permet. Quand je dis découvertes culturelles, ça englobe plein de trucs. Déjà, ça permet pour moi de découvrir de nouvelles façons de penser et de gagner en ouverture d'esprit. On remet en question vraiment ses acquis. Il y a des choses qui nous semblent évidentes dans notre culture, dans notre mode de vie. Et en fait, quand on va à l'étranger, on se dit « Ah, mais en fait, ça peut être différemment. Là-bas, c'est différemment. » Je prends un exemple qui a été assez marquant pour moi. C'est celui de la sécurité. Moi, j'ai grandi à Paris. J'ai vécu donc 24 ans à Paris avant d'être nomade, en fait. Et pour moi, j'avais toujours été dans une situation où quand je sortais, je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais. C'était compliqué de porter des jupes l'été. Le soir, je ne sortais pas seule. Ou en tout cas, il y avait toujours un copain qui me ramenait à la fin de la soirée si je rentrais de nuit parce que c'était dangereux si je rentrais toute seule. Et ça, c'est un truc avec lequel j'ai grandi et qui pour moi a toujours été normal. Et en voyageant, on se dit « Ah ouais, mais en fait, il y a des endroits où c'est pas comme ça. » Je pense par exemple à l'Estonie. L'Estonie, c'est un des pays où j'ai été qui est le plus safe. Là-bas, on sortait danser le soir sur les bords de plage et tout le monde laissait son téléphone sur les bancs. Il y avait des rangées entières de téléphones. Quand je vous parle de ça, c'était cet été, donc été 2024. C'est pas quelque chose qui est vieux et c'était vraiment comme ça en fait. Donc ça permet de remettre en perspective les choses dont on pense qu'elles sont normales et d'ouvrir de nouvelles possibilités en fait dans notre esprit.
Dans les découvertes culturelles, il y a aussi la richesse historique. Quand on voyage, eh ben, on est amené à visiter, découvrir, apprendre plus sur l'histoire des pays. Il y en a qu'on connaît parce qu'on les a étudiés. Par exemple, moi, j'avais étudié l'espagnol au lycée, enfin au collège et au lycée. Donc, l'histoire de l'Espagne, j'en avais quand même déjà entendu parler. J'avais entendu parler du franquisme, j'avais entendu parler de l'Inquisition. Enfin, tout ça, c'est des notions qui m'étaient familières, même si, évidemment, j'ai appris beaucoup en retournant là-bas parce que j'étais curieuse de ça. Par contre, il y a des pays dont on n'entend jamais parler. Par exemple, encore une fois, les pays baltiques, l'Estonie, la Lettonie, où j'ai eu la chance d'aller déjà. J'ai appris énormément de choses parce que c'est une partie de l'histoire qu'on n'apprend pas et ces pays-là, en plus, ont une histoire qui est très moderne parce que leur indépendance n'est pas si vieille, finalement. Et même dans un autre genre complètement, actuellement, je suis au Portugal et c'est un pays qui a plus de 800 ans d'existence. Et parce que je n'étudiais pas le portugais à l'école comme j'avais étudié l'espagnol, ben, j'ai pas cette connaissance historique et j'apprends énormément de choses. Le fait d'être là-bas nous pousse à avoir envie d'en savoir plus et même de par les rencontres qu'on fait, à en apprendre en fait sur le pays. Pour terminer sur ce point de la richesse historique, un petit fun fact, quand j'étais à Cadix, donc en octobre 2023, il y a plus d'1 an maintenant. Cadix, c'est en Espagne, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Et donc en Espagne, il y a une spécialité culinaire bien connue qui s'appelle la tortilla. Et ils ont un plat qu'ils appellent la tortilla francesa, donc la tortilla française en fait. Et j'ai un ami que j'avais rencontré là-bas qui m'a expliqué d'où ça venait ce terme. Et en fait, ça vient du moment où Napoléon, il occupait la région. Il avait réquisitionné toutes les patates. Et du coup, il ne pouvait plus faire de tortilla de patatas, donc qui est le plat de base. C'est une espèce d'omelette avec des patates, en gros. Cette petite anecdote m'amène à un point suivant, toujours dans les découvertes culturelles. Bah, il y a les découvertes culinaires. Les pastéis de nata, c'est une très très bonne raison d'aller vivre au Portugal. Pareil, la salade grecque, c'est une très bonne raison d'aller en Grèce. Et j'ai trop envie d'aller en Italie parce que le bon vin, les pâtes et la pizza à l'italienne, c'est une très très bonne raison d'aller en Italie et c'est une façon aussi de s'immerger dans la culture du pays. Le dernier point que j'ai mis dans les découvertes culturelles, c'est les traditions. Je pense à une tradition en particulier qui, moi, m'a vraiment énormément marquée. À Noël dernier, donc pour toute la période des fêtes, Noël et le Nouvel An, j'étais en Espagne. Et c'est la première fois de ma vie, en fait, que je fais cette période-là en dehors de France. Et j'ai découvert plusieurs traditions, notamment au Nouvel An, il y a la tradition des uvas, des raisins. Au moment des 12 coups de minuit, les gens se réunissent tous ensemble sur les places publiques. Parfois, ils le font en famille aussi, mais vraiment, c'est quelque chose qui rassemble les gens. Donc, généralement, ils sortent dehors pour faire la tradition ensemble. Il y a des rassemblements de centaines de personnes sur des places publiques. Moi, j'étais à Cordoue l'année dernière et donc j'ai participé à ça avec ma famille d'ailleurs qui était venue me voir. Et chacun a un petit gobelet avec des grains de raisin. Donc, chacun en a 12. Aux 12 coups de minuit, à chaque coup de minuit, on gobe un raisin. Et donc, le but du jeu, c'est d'arriver à avoir tous les raisins au moins dans sa bouche au moment de la nouvelle année. Et donc, c'est super drôle. Et voilà, cette tradition, pareil, elle a une histoire que je vous raconterai peut-être dans un prochain épisode. Mais ça, c'est des découvertes culturelles et des expériences hyper riches qu'on a parce qu'on peut vivre dans le pays. Et si on y va pour 3 jours, c'est pas la même chose, je pense. Donc c'est vraiment un avantage du nomadisme. Comme autre avantage du fait de voyager sur le temps long, il y a le fait d'apprendre des langues. Donc ça, c'est pas du tout une obligation, évidemment. Pour moi, c'est un vrai avantage, donc c'était important de le mettre dans la liste parce que pour moi, apprendre des langues, ça fait partie de mes objectifs de vie. Vraiment, j'adore ça. Je vois vraiment ça comme une richesse culturelle. C'est-à-dire que pour moi, de parler une langue nouvelle, ça nous ouvre l'esprit encore une fois. Et c'est aussi évidemment une porte ouverte vers de nouvelles rencontres, une façon différente de connecter avec les gens. Je l'ai très bien senti entre l'Espagne, où je parle espagnol, maintenant le Portugal, je parle portugais, enfin je ne suis pas encore parfait, mais j'essaye en tout cas de me mettre au portugais. Le contact que j'ai avec les gens est très différent de celui que j'avais par exemple en Grèce, où là-bas l'anglais n'est pas parlé par tout le monde. Et du coup,
c'est pas du tout le même contact qu'on a avec les gens et on est aussi plus traité entre guillemets comme un touriste. Donc vivre dans le pays, c'est idéal pour apprendre une langue. Le nomadisme, ça offre cette possibilité. Ça offre la possibilité de rester sur le temps long dans un pays pour s'immerger vraiment dans la culture, donc culturellement et linguistiquement. Et ça, pour moi, c'est priceless. Vraiment, ça n'a pas de prix. Un autre avantage, c'est qu'on multiplie les rencontres. Surtout quand on est nomade en solo, parce qu'on en parlera dans l'épisode sur les inconvénients, mais quand on est nomade en solo, on est obligé de rencontrer de nouvelles personnes tout le temps. Parce que sinon, on devient un vieil ermite dans sa cave et on meurt de solitude et l'être humain n'est pas fait pour ça, clairement. Donc, le nomadisme, ça permet de rencontrer beaucoup plus de gens et aussi des gens d'horizons beaucoup plus différents. Parce que forcément, en bougeant de pays, on rencontre plus de gens que si on restait à Paris-Plage. Même si Paris est une grande ville, on a aussi plus la volonté d'aller vers les autres du fait qu'on arrive régulièrement dans des nouveaux endroits où on ne connaît personne, en fait. Sur la suite des raisons, elles concernent plus directement le voyage. Donc, un des premiers trucs qui est hyper important pour moi, et c'est lié avec ce que j'ai dit sur la langue, c'est le fait de voyager de manière lente, de pouvoir prendre le temps, de m'imprégner de l'atmosphère des lieux. D'ailleurs, ça se sent, je pense, dans mes photographies et c'est vraiment ce dont j'ai besoin pour faire un bon reportage photographique, c'est de rester longtemps dans le lieu où je suis, de ressentir l'ambiance, de connaître les lumières, les couleurs, pour pouvoir le rendre le mieux possible en photographie. Globalement, le voyage lent, pour moi, il a plein d'avantages. Le premier avantage, il est environnemental. Ça nous permet de voir plus de lieux en prenant moins l'avion. Donc, par exemple, moi, j'ai été aux Canaries l'année dernière, l'hiver dernier. J'ai pris l'avion pour y aller, parce que c'est quand même très compliqué d'aller aux Canaries sans prendre l'avion, même si c'est faisable. Dans mon cas, ça ne l'était pas logistiquement parlant. Mais par contre, je suis restée là-bas 4 mois. J'ai vécu sur 3 îles différentes et entre les îles, je me déplaçais en ferry. Donc ça m'évitait de reprendre l'avion à chaque fois d'une île à l'autre, même si c'était possible. Au moins, je pouvais faire le choix de prendre le ferry plutôt que l'avion. Même si, et ça c'est un autre problème, c'est souvent plus cher et plus long, mais c'est un choix qu'on peut avoir. Donc ça, c'est important. Le fait d'être nomade, il permet aussi de visiter hors saison. Donc par exemple, moi je peux être au Portugal l'hiver, en Espagne l'hiver, et déjà c'est plus clément pour la météo, moi je trouve, j'ai beaucoup de mal avec la canicule, mais aussi c'est meilleur pour l'économie, pour le budget, et surtout l'expérience est meilleure parce qu'on n'est pas noyé par les touristes. On a plus facilement un contact avec les gens, avec les locaux, je veux dire. Donc, pour moi, c'est pépite de voyager hors saison. Un dernier élément sur cette saisonnalité, c'est le soleil. Depuis que je suis nomade, je migre vraiment avec le soleil. L'été, je suis plutôt dans le nord de l'Europe, donc les pays baltiques en l'occurrence, que j'ai fait pas mal. Et j'ai fait l'Estonie, la Lettonie. Et cette année, je vais faire la Lituanie parce que j'ai vraiment adoré l'ambiance de ces pays-là. Et enfin, j'ai envie de les faire tous en fait, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et l'avantage d'être là-bas l'été, c'est que il y a des journées qui sont très très longues dans le nord de l'Europe. Et ça, c'est hyper agréable d'être à 23h et le soleil est toujours pas couché. Et du coup, on sort et l'ambiance là-bas est folle parce que, en fait, culturellement, comme l'hiver, il fait nuit, il fait noir et il fait froid, l'été, les gens compensent, entre guillemets, et sortent beaucoup. Et il y a une ambiance de folie. C'est des communautés qui sont très internationales. Bref, je pourrais vous faire des épisodes dédiés à mes expériences là-bas. Mais là-bas, l'été, la météo est parfaite parce qu'il fait 25 degrés, donc pas de canicule. Il n'y a pas l'overdose de touristes qu'on peut avoir dans les pays du sud de l'Europe l'été. Je pense à la Grèce, par exemple, où j'ai été l'été dernier en partie. Et l'hiver, à l'inverse, je descends dans le sud de l'Europe parce que j'ai besoin d'avoir les journées les plus longues possibles, en tout cas les moins courtes possibles, et une météo qui soit suffisamment clémente pour me permettre de ne pas être noyée sous le flot de la dépression de l'hiver, là, du mois de novembre, décembre, janvier en France, où pendant des semaines, il fait gris,
il fait pluvieux et on voit pas le soleil. Moi, mon souci n'est vraiment pas le froid, c'est le soleil et la lumière. Le nomadisme permet d'avoir ça toute l'année en fait. Et ça, c'est vraiment hyper précieux pour moi. Je pense que ça dépend des gens, mais moi, mon mental et mon mood en fait en général est vraiment affecté beaucoup par la météo. Et quand je dis météo, je pense lumière, au soleil en fait. Donc le nomadisme m'a vraiment aidée en ça. J'avais tous les ans cette espèce de déprime hivernale de novembre, décembre, ça va, il y a Noël, donc ça remonte un peu les esprits. Mais après janvier, février, ce qui sont des mois qui peuvent être vraiment très durs et que j'ai pas eu l'année dernière et que cette année, je n'ai pas pour l'instant encore parce que j'ai de la lumière en fait. Parfois, on peut jouer avec le décalage horaire aussi. Actuellement, par exemple, je suis au Portugal. Donc, j'ai 1 heure de moins. L'année dernière, pareil, j'étais aux Canaries, j'avais 1 heure de moins qu'en France. Et du coup, pour moi qui travaille pour une entreprise française, ça me permet de pouvoir commencer mes journées très très tôt, comme j'aime le faire parce que ça convient à mon rythme biologique, mais après ça dépend de chacun. Et de pouvoir aussi finir mes journées relativement tôt pour moi et donc de pouvoir avoir 1 ou 2 heures de soleil avant la nuit et donc de pouvoir quand même garder ce moment où je suis à l'extérieur et où je peux voir la lumière. Donc ça, c'est assez précieux. Donc voilà, là on a fait le tour sur toutes les questions qui sont liées au voyage, à la culture et à cette dimension de découverte. Après, pour moi, il y a d'autres avantages qui sont plus liés à tout ce qui est développement personnel, on va dire. Le premier avantage dans cette catégorie-là, pour moi, c'est que ça permet vraiment de repousser les limites de sa zone de confort. Donc concrètement, ça veut dire que ce qui me paraissait hyper difficile avant, en fait, maintenant, ça fait partie de ma routine. Je pense que ça, c'est propre à chacun. Moi, j'ai vraiment ce goût du dépassement. Du coup, je pense que ces défis permanents, ça me fait grandir, ça me rend fière, c'est important pour moi. Tout le monde ne ressentira pas ce besoin. Mais voilà, moi, quand je regarde en arrière, je vois que le nomadisme, et pas que, mais notamment le nomadisme, m'a aidé énormément à évoluer dans plein de sphères de ma vie. Que ce soit moi-même par rapport à mon rythme, le fait de comprendre mon rythme, les challenges que ça peut m'apporter par rapport à l'administratif, le fait de gérer toute seule des situations que j'aurais jamais pensé pouvoir gérer toute seule, etc. Ça, on l'approfondira beaucoup dans le prochain épisode sur les inconvénients, parce qu'en fait, tout inconvénient peut être un avantage et vice-versa, finalement. Mais ça permet de repousser ses limites en permanence et ça nous rend très adaptables aussi. Je vous ferai un épisode, je pense, sur mes galères de voyage, vraiment axé nomade, et sur ce que j'en ai appris. Mais on s'adapte toujours. À la fin, quand il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu, on finit toujours par retomber sur ses pieds, alors qu'on pensait que ce serait jamais possible, souvent. Donc, on apprend, on gagne en confiance et en adaptabilité. L'adaptabilité, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Moi, dans mon mode de vie nomade, je sais que je priorise le fait d'avoir des appartements qui soient bien situés, par exemple, quitte à vivre parfois dans des tout petits studios où ça m'est arrivé de ne pas avoir de four ni de micro-ondes, d'avoir juste une bouilloire et une petite gazinière avec une seule plaque. Ça m'est arrivé de vivre vraiment dans des endroits assez petits et du coup, ça rend super adaptable. Je pense que dans la vie quotidienne, quand on a été nomade, après, on n'est pas relou. Et on apprécie aussi beaucoup plus le fait d'avoir un peu de confort de temps en temps. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. D'ailleurs, ça m'amène à mon avant-dernier point, qui est celui du minimalisme. Ça, pour moi, je l'ai mis dans les avantages. C'est pas un avantage pour tout le monde, je pense. Pour moi, très clairement, c'en est un. Donc, moi, j'ai vécu comme un vrai soulagement le fait d'avoir moins de choses, moins de choix à faire au quotidien parce que j'ai pas le choix entre 10 pantalons, j'en ai 2 ou 3 avec moi. Donc, moins compliqué de choisir comment je m'habille. Moins compliqué de ranger l'appartement parce qu'on n'a pas 1000 trucs. Et encore, je pourrais être beaucoup plus minimaliste que je le suis actuellement. Si ça vous intéresse, je pourrais faire aussi un épisode sur ce que je mets dans ma valise, avec quoi je voyage. Mais voilà, le minimalisme pour moi, c'est une contrainte qui est hyper bénéfique. Personnellement, mais aussi pour l'environnement parce que on ne peut pas acheter des conneries tout le temps. En fait, on ne peut pas les ranger. On n'a pas de maison, donc on ne peut pas
accumuler les bougies qui sentent bon, qu'on range dans un placard et qu'on n'allume jamais. D'ailleurs, un autre avantage que j'avais pas noté sur ma liste, mais qui est hyper important et que j'avais pas mis, c'est le fait qu'être nomade, c'est quand même rentable. Si on gère bien son mode de vie nomade, en fait, on fait des économies. Moi, très concrètement, je suis salariée, donc j'ai un salaire français. Je vis dans des pays, parce que je le choisis aussi, mais qui sont plutôt moins chers que la France. Et il y a plein de coûts qu'on n'a pas, en fait. Donc, par exemple, tout ce qui est entretien de la maison, tous les produits d'entretien, j'ai pas. Quand je paye Internet, l'eau, le gaz, tout ça, c'est inclus. On n'a pas d'assurance habitation. On a beaucoup de frais qu'on n'a pas et qui, sur le long terme, si c'est bien géré, peuvent permettre de faire des économies. Pour moi, c'est le cas. Je pense que si je devais payer un loyer à Paris, j'aurais plus de frais, en fait, que ce que j'ai actuellement. Le dernier avantage que je note dans ma liste, et ça c'est aussi, ça peut être vu comme un inconvénient et j'en reparlerai plus dans l'épisode de la semaine prochaine, mais c'est que le nomadisme crée un nouveau rapport aux relations personnelles et interpersonnelles, du fait de la distance, du fait de se déplacer souvent et du fait de partir des lieux régulièrement. Quand on est nomade, on apprend à être autonome, c'est-à-dire qu'on apprend à trouver un équilibre par soi-même et à ne pas avoir besoin des autres pour être bien. Et on apprend aussi à entretenir ces relations et à mettre du cœur dans ces relations de manière beaucoup plus sélective. Comme on rencontre beaucoup plus de gens, on a une base de connaissances qui s'élargit très rapidement, mais on ne peut pas mettre de l'énergie dans chaque relation à 1000% parce que notre énergie, notre temps n'est pas infini. Donc on choisit les relations dans lesquelles on veut investir. Et ces relations-là se choisissent aussi par la façon dont les personnes investissent, elles, dans la relation. C'est-à-dire que quand on part d'un endroit, on voit assez facilement les personnes qui vont garder contact, continuer à envoyer des messages, appeler, voire même venir te voir un week-end. Et les personnes qui ne vont pas faire cet effort-là, parfois même si toi, tu y mets beaucoup du tien, tu n'auras pas la réponse que tu espérais. Et en fait, c'est un très bon filtre qui te permet de voir les relations qui valent la peine d'être poursuivies et dans lesquelles ça vaut la peine d'investir et celles pour lesquelles c'est pas le cas. Donc moi, je vois ça comme un avantage. Je l'en reparlerai de manière plus avancée dans l'épisode de la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'hésite surtout pas à me faire tes retours sur cet épisode. Est-ce qu'il y a d'autres avantages que tu vois à ce mode de vie et que je n'aurais pas évoqués? Est-ce qu'il y a des doutes ou des questions sur les avantages que j'ai mentionnés? Est-ce que tu voudrais que j'approfondisse certains sujets dans des épisodes dédiés? Je pense que je le ferai, mais n'hésite pas à me dire les épisodes qui t'intéresseraient le plus en m'envoyant un message sur Instagram ou un mail, si tu préfères. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, alors vous pouvez vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode et suivre mon compte Instagram @bychloev. Surtout, n'hésitez pas à venir échanger avec moi, je serai ravie de vous répondre. Allez, à très vite!